en fait, un anxiolytique, ça te semble rien. Et tu te dis, bon, bah, je vais le prendre, ça va calmer cette angoisse que j'ai actuellement. Et j'ai fait ça, sauf que moi, j'ai un tout petit corps et j'avais de l'angoisse tout le temps. Donc, j'en prenais 1, 2, 3, 4, parfois 5 par jour. Et un soir, j'étais vraiment très, très, très anxieuse, il y a un peu plus de 8 mois. Et en fait, toutes les heures, je me réveillais et je prenais un anxiolytique. Mais enfin, même pas toutes les heures, toutes les 20 minutes, je pense. Et j'avais l'impression qu'il y avait 3 jours qui s'étaient écoulés pendant ces 30 minutes. Et en fait, j'en ai pris beaucoup trop et je suis littéralement tombée. Et je suis allée à l'hôpital. Et en fait, j'avais fait une overdose d'anxiolytique, tout simplement. Je m'appelle Jenna Boulmedaïs, j'ai 22 ans et je suis journaliste, créatrice de contenu et chanteuse. Mon rapport à la santé mentale est passé de très bancal à aujourd'hui très fusionnel parce que j'ai eu énormément de mal dans ma vie à comprendre que ma santé mentale devait être une priorité. Je pensais que je devais sans cesse penser au futur, à l'avenir. Et donc en essayant de trop travailler, de trop faire en sorte de créer mon avenir, j'ai un peu oublié tout ce qui était santé mentale. Je me suis un peu perdue. Et depuis maintenant 8 mois, un peu plus de 8 mois, je me retrouve totalement. Et j'ai envie de dire que je réapprends à me connaître. Mais en fait, la réalité, c'est que je ne réapprends pas à me connaître parce que je ne m'étais jamais vraiment connue avant. Donc j'apprends à me connaître tout court. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de livres, vraiment énormément. C'était ma plus grande passion et probablement la seule. Et comme c'était ma seule passion et que j'étais très portée sur l'avenir, je me disais qu'il fallait absolument que je lise le plus de livres possible, que je rencontre le plus de gens possible autour de la littérature, que j'écrive aussi beaucoup. Je travaillais en maison d'édition, je faisais des stages à droite à gauche. Enfin, je pense que j'étais très heureuse sur ce sujet-là, sauf que à côté de ça, j'étais quand même une jeune fille à l'école qui lisait des livres et ce n'est pas commun apparemment quand on est en primaire, au collège, au lycée un peu plus, mais quand on ne s'est pas fait d'amis avant, c'est difficile de s'en faire aussi tard. Et du coup, j'ai pas mal subi de harcèlement à cause de ça, beaucoup. Trop, je pense. De toute manière, une personne qui harcèle, c'est déjà trop. Mais j'ai envie de dire que d'un côté, ça m'a un peu forgée. Et d'un autre, je pense que c'est ce qui m'a détruit à petit feu. Au début, peut-être que j'aurais pu réussir à sortir un peu de tout ça, à rencontrer des gens, à découvrir d'autres passions, d'autres choses. Mais comme on me mettait à l'écart, je me renfermais d'autant plus dans tous ces trucs de livres, de littérature. Et j'en ai oublié tout le reste. Et j'ai rencontré petit à petit des personnes bien adultes, c'est-à-dire plus de 40-50 ans alors que moi j'étais mineure. Évidemment tout était ok, hein, c'était des personnes que j'ai rencontrées dans le milieu de la littérature qui m'ont un peu pris sous leurs ailes et qui m'ont fait découvrir d'autres choses. Quelqu'un m'a dit un jour, un ami aujourd'hui, poète, qui s'appelle Mathias Vincenot, m'a dit un jour « mais j'aime beaucoup comment tu chantes, tu voudrais pas chanter mes poèmes ?» Et ça m'a aidée énormément et j'ai commencé à mettre en musique ces poèmes pour pouvoir les chanter. Et en fait, plus je me découvrais des passions, plus je réalisais un peu plus qui j'étais, un peu plus qui j'avais envie d'être et un peu plus qui je pouvais vendre aux gens autour de moi. Quand je dis vendre, c'est quand je rencontrais des gens pour me présenter, etc. C'est quand même plus stylé de dire plein de trucs que juste dire « ouais, moi je lis des livres ». Et donc j'ai commencé un peu à me créer un personnage qui était moi-même, hein, parce que c'était ce qui m'animait au quotidien. Mais en tout cas, c'était un personnage qui me correspondait de plus en plus. Sauf que la difficulté de se faire des amis, la difficulté de trouver un travail dans des milieux artistiques ou autres, a fait que j'ai commencé à être en dépression, tout simplement. J'ai vu un psy qui était extraordinaire, que j'ai vu pendant 7 ans. On se voit plus depuis pas très longtemps, qui m'a très rapidement mis sous médicaments. Au début, j'avais peur, parce que ça fait toujours peur d'être mise sous médicaments, je pense. Mais en fait, quand j'ai senti à quel point ça faisait du bien, donc moi j'étais sous antidépresseurs et sous anxiolytiques, quand j'ai senti à quel point ça me faisait du bien, je me disais que ça pouvait que aller mieux. Parce que je pensais pas du tout à la dépendance à ce moment-là, je pensais vraiment juste au moment présent et au fait que ça fait quelques jours que j'arrive pas à sortir de chez moi, que j'ai mal au ventre, que j'ai envie de vomir à chaque fois que quelqu'un me parle. Et là, en fait, juste je peux vivre. Donc peut-être que ce sera de courte durée, mais au moins je vais essayer de grappiller tous les moments possibles et imaginables.
Et voilà, du coup j'ai commencé à prendre des médicaments. Je ne fume pas, je ne bois pas, donc du coup il y avait ce truc de... C'était la première chose un petit peu addictive à laquelle je pouvais toucher, donc je ne savais pas si j'avais des comportements addictifs. Et fun fact, j'en avais. Fun fact, pas si fun d'ailleurs. Ce qui fait que je me suis retrouvée à prendre, pas réussir à m'arrêter et à prendre beaucoup trop de médicaments. Et quand on devait baisser la dose, j'arrivais pas à baisser la dose. Et bref, c'était très compliqué. Pour pallier à toute cette douleur, je m'étais dit, ok, je vais quitter la France parce que je veux du changement. J'ai quitté la France, j'ai quitté la littérature, j'ai quitté tout ça. Je suis partie à Bruxelles pour vivre et essayer de me redécouvrir. Et je suis partie sans médicaments en me disant, ok, je ne prendrai plus rien, plus jamais. Ça n'a pas fonctionné. Au bout de 2 mois, j'ai plus jamais repris d'antidépresseurs, mais j'ai repris des anxiolytiques parce que j'ai fait des crises d'angoisse comme j'en avais jamais fait de toute ma vie. Et ah non, je vais pleurer. Non mais ça va aller. Et oui, ça va. Et un jour, j'ai réalisé, en fait, on m'avait prescrit une boîte d'anxiolytiques en me disant quand tu fais une crise d'angoisse, t'en prends. Sauf que quand on est sujette à l'anxiété, on a l'impression d'être toujours en crise d'angoisse puisqu'on a toujours une boule au ventre. Et en fait, un anxiolytique, ça te semble rien. Et tu te dis, je vais le prendre, ça va calmer cette angoisse que j'ai actuellement. Et j'ai fait ça, sauf que moi j'ai un tout petit corps et j'avais de l'angoisse tout le temps, donc j'en prenais 1, 2, 3, 4, parfois 5 par jour. Et un soir, j'étais vraiment très 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 anxieuse, il y a un peu plus de 8 mois. J'étais très 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 anxieuse et en fait, toutes les heures, je me réveillais et je prenais un anxiolytique. Mais même pas toutes les heures, toutes les 20 minutes, je pense. Et j'avais l'impression qu'il y avait 3 jours qui s'étaient écoulés pendant ces 30 minutes. Et en fait, j'en ai pris beaucoup trop et je suis littéralement tombée. Et je suis allée à l'hôpital et en fait, j'avais fait une overdose d'anxiolytique tout simplement. Et depuis ce jour-là, quand le médecin m'a dit que c'était probablement la chose la plus dangereuse que j'avais faite de toute ma vie et que j'aurais pu y passer alors que c'était pas du tout voulu, j'avais pas du tout cette envie de mettre fin à mes jours. Je voulais juste ne plus avoir mal, mais sans arrière-pensée. Je me suis dit, ok, ça va peut-être un peu plus loin que ce que je pensais. C'est pas juste là pour me calmer sur le moment, il faut vraiment que je pense au long terme. Et j'ai pris mes bagages, je suis allée à Paris chez mes parents et j'ai plus jamais touché à un anxiolytique depuis. J'ai failli en reprendre un jour et j'ai réussi à me bloquer, notamment grâce à mon entourage. Et je sens que depuis, ça va vraiment mieux. Alors c'était très dur au début, forcément, parce que tu redécouvres tes émotions. Quand ça fait des années que tu prends des antidépresseurs, des anxiolytiques, tu ressens plus trop les choses. Tu as l'impression, mais tu les ressens pas. Et là, je redécouvre. Au début, ça faisait très mal, je pleurais énormément, je vomissais beaucoup. Et maintenant, je réalise que c'est les émotions qui me font vraiment me sentir vivante. Même quand j'ai un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, maintenant je le vois un peu comme de l'excitation, quelque chose de plutôt positif, là où avant je le voyais pas du tout comme ça. Après évidemment, il y a les sentiments qui sont toujours un peu tristes et qu'on n'a pas envie de vivre, mais je pense que le cacher sans cesse n'a pas du tout été une bonne chose pour moi. Et justement, il fallait plutôt que je l'affronte parce que ça fait que là j'ai 22 ans et que je sais pas gérer mes émotions. Et à 22 ans, c'est compliqué. Donc j'essaye d'être toujours la plus sincère envers moi-même et envers les autres pour justement ne pas être submergée par trop d'émotions d'un coup. Je me dis que c'est en étant toujours sincère avec soi qu'on arrivera le mieux à apprivoiser nos ressentis. Donc voilà. Depuis que j'ai arrêté de prendre des médicaments, je fais beaucoup plus de musique et j'écris beaucoup plus surtout. Et en fait, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai eu énormément de mal à raconter aux gens que je prenais des médicaments. Et un jour, je l'ai écrit en chanson. Et en fait, depuis, j'ai aucune difficulté à en parler et même j'en parle assez librement. En fait, c'est tout l'artistique dans ma vie. Je suis entourée de beaucoup d'artistes, que ce soit mon frère fait de la peinture, des sculptures, des œuvres d'art vraiment extraordinaires. J'adore la littérature, dans ma famille aussi ça lit, ma sœur lit beaucoup. Autour de moi, j'ai plein d'amis qui sont musiciens, acteurs et
et juste voir toutes ces formes d'art, moi ça me fait profondément du bien. Hier j'étais pas très bien, je suis allée voir un spectacle de danse et je suis sortie de ce spectacle et j'étais mais bouleversée. Mais en fait j'ai besoin de ça pour justement contrôler mes émotions, gérer, essayer de pas me submerger de l'intérieur, parce que c'est l'art qui fait en sorte que j'arrive à un peu éponger tout ça. Et donc ouais, c'est vraiment c'est l'art en règle générale qui m'a aidée. Ça me fait beaucoup bien de parler de santé mentale sur Internet. Je sais que quand j'étais déjà sur TikTok, au moment où il s'est passé un peu tous ces drames dans ma vie, et j'en ai pas mal parlé en live, ou même juste je faisais des TikTok où je racontais là mon arrêt des anxiolytiques. Je fais beaucoup de TikTok où j'explique à quel point j'en suis dans ma vie vis-à-vis de ça. Et en fait, moi, ça me fait du bien parce que c'est, mine de rien, c'est aussi... j'ai pas envie de décevoir les gens, quoi. Et maintenant que j'ai arrêté, là j'ai fêté mes 8 mois il y a pas longtemps, si demain j'en reprends un, je saurais pas comment l'annoncer, que j'en ai repris un. Et je sais que les gens m'en voudront pas et que tout ira bien, enfin que c'est pas grave, mais je crois que moi aussi ça me met une sorte de challenge de ok, en fait ces gens-là t'ont soutenu, certes ils ne te connaissent pas vraiment mais ils t'ont soutenu, et puis toi tu les aides aussi un peu toi également, tu les aides aussi un peu en juste montrant que c'est possible. Et moi je crois que voir toutes ces vidéos de personnes qui arrivaient à aller mieux, qui sont passées par une dépression sévère et qui aujourd'hui sourient et vivent pleinement, en fait ça me fait du bien. Et je me dis, si moi je peux offrir ça aux gens aussi, je vais le faire. Et en termes de confiance en soi, j'étais tombée il y a peut-être 6 ans, je crois, sur une vidéo de Marion Séclin où elle parlait à son corps et elle remerciait son corps pour tout ce que son corps lui apportait. Et ça m'a fait réaliser à ce moment-là à quel point mon corps m'apportait énormément. Et je me souviens à cette période-là, du coup, j'étais vraiment en mode wouhou, j'adore la vie, j'ai vraiment un corps génial, je suis une personne super. Et ensuite, j'ai eu cette phase un peu horrible de médicaments. Et quand j'ai quitté cette phase de médicaments, j'ai repensé à cette vidéo de Marion Séclin. Et je me suis dit, mais ok, en fait, je peux pas faire du mal à mon corps, à mes émotions, alors que mon corps me procure tellement de bonheur, tellement de... grâce à lui, je mange, je bois, je marche, je jouis. Il me fait vivre des sensations juste extraordinaires. Et donc c'est pas parce que je vais avoir, je sais pas, un bourrelet au ventre, des vergetures, des poils, que je vais mal le vivre là où avant ça aurait été le cas. Et en fait, le fait d'être hyper sereine avec moi-même physiquement, ça me fait être un peu plus sereine aussi psychologiquement. Je me sens plus ok avec qui je suis. C'est marrant parce que j'ai un peu peut-être fait un blackout de cette période où j'arrive plus trop à savoir dans quel état d'esprit j'étais quand je prenais ces médicaments. Mais je pense qu'aujourd'hui, si j'étais face à moi d'avant, je me dirais que les médicaments ne me définissent pas et que c'est pas ces anxiolytiques qui vont faire que je vais aller mieux. Parce qu'au contraire, en fait, ils sont plus en train de me ronger et de me dépersonnifier qu'autre chose. Parce qu'ils me prennent tout ce que j'ai, en fait. Ils me prennent tout ce que je suis. Et ouais, je dirais ça. Pour justement essayer de me faire arrêter et de me faire comprendre que souffrir, c'est un peu normal aussi dans la vie. Et faut pas toujours le cacher. Je pense que toute personne qui est pas bien, en fait, on ne sait jamais à quel point la personne en face de nous est dans le mal. Et si face à moi, il y avait un jeune en détresse qui ne saurait pas quoi faire pour aller mieux, la première chose déjà, c'est évidemment de s'écouter avant d'écouter les autres, parce que personne ne sait ce qu'on ressent mieux que nous-mêmes, de faire ce dont on a besoin sur le moment. Et si c'est pas bon pour nous sur le moment, en fait, c'est pas grave, on a toute une vie pour se rattraper. Et si sur le moment ça nous soulage, ça nous soulage. Évidemment, tout en essayant de ne pas se faire de mal, parce que c'est la pire des choses. Et le regret est toujours plus dur lorsqu'il s'agit de nous-mêmes. C'est marrant parce que quand j'avais arrêté les anxiolytiques, j'allais en reprendre un parce que quelqu'un me mettait vraiment très très mal. Et un proche à moi m'a dit prends pas cet anxiolytique parce que ce proche qui te fait du mal, dans 5 mois tu pourras lui pardonner.
Mais par contre, toi, si tu prends cet anxiolytique, tu te le pardonneras jamais. Et je pense que c'est un peu ça, lorsqu'on n'est pas bien. On a toujours la facilité qui arrive près de nous et on se dit que c'est ce qui va être cool parce que c'est ce qui va nous faire du bien sur le moment. Mais la réalité, c'est que sur le long terme, c'est ce qui nous détruit le plus. Donc, essayer de s'écouter sur plus tard et voir si demain on a un enfant, est-ce que cet enfant, on aimerait lui offrir la vie qu'on est en train de s'offrir actuellement? Est-ce qu'on aimerait qu'il réagisse comme nous, on est en train de réagir actuellement? Et d'y croire, parce qu'il faut toujours y croire, parce que ça peut toujours aller mieux si on s'en donne les moyens. Et voilà. C'est beau. C'est trop mignonne. On sait à quel point ça coûte cher d'aller voir des psychologues aujourd'hui, des psychologues ou des psychiatres, peu importe. Et je pense que dans notre société actuelle et comment les choses évoluent, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, c'est très difficile pour les jeunes d'aller 100% bien. Et c'est très difficile pour les jeunes aussi de consulter, parce que ça coûte cher, encore une fois. Je pense que déjà avoir des psychologues obligatoires dans les écoles, qu'on puisse aller voir comme on va à l'infirmerie, ça peut être pas mal. Je pense que l'intégralité des jeunes devrait avoir, je sais pas, au moins 10 séances de psy remboursées par an, mais remboursées à 100%. Parce qu'en fait, quand on est en train de se construire dans un monde qui bouge autant, c'est tellement difficile de s'apprendre et d'apprendre le monde qu'en fait, c'est normal de ne pas aller bien. Enfin, les jeunes qui grandissent et qui évoluent de manière hyper safe, saine et sereine, mais franchement, vous avez tout mon respect parce que c'est tellement difficile dans une société aussi oppressante. Alors ouais, essayez de faire en sorte que les jeunes puissent consulter de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable, et surtout d'arrêter de parler des traitements et des psychologues comme si c'était vraiment quelque chose, je sais pas, d'horrible qui va juste faire du mal à la jeunesse, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous sauver et c'est ça qui va nous faire du bien à toutes et tous. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, il y a même des personnes âgées qui auraient peut-être dû y aller. Donc voilà, essayer de rendre abordable la santé mentale. Prenez soin de vous, presque autant que vous auriez pris soin des gens que vous aimez, parce que c'est comme ça qu'on ira tous beaucoup mieux.